Selon une approche qui n'aurait pas déplu à Bertrand Gilles, posons-nous la question: existe-t-il un modèle français de la grande entreprise? L'on dispose aujourd'hui d'éléments substantiels pour tenter de répondre à la question. Je renvoie, pour plus de détails, plus de précision, à mon article Existe-t-il un modèle français de la grande entreprise, paru dans Marie Delaubier et Maurice Hamon, sous la direction de Saint-Gobain 350 ans, Histoire et mémoire de l'entreprise, Revue française d'histoire économique, numéro 6, 2016-2, page 90-113. L'histoire des entreprises, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, constitue l'un des domaines les plus vigoureux de l'histoire économique. Constituée à Harvard dans les années 1920, portée par la révolution du management des années 50-60, elle doit beaucoup à Alfred Chandler Jr. Mais elle a subi aussi l'influence très claire de Peter Drucker, Joseph Schumpeter, Thorstein Veblen et Max Weber. L'histoire des entreprises aujourd'hui s'est largement alimentée de la rencontre de la business history américaine et de l'histoire économique européenne. Je proposerai donc une approche en 3 temps. En premier lieu, je rappellerai que l'histoire des entreprises est aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'histoire économique, qu'aux origines lointaines de la grande entreprise à la française se trouve l'état propulsif modernisateur, expression de Pierre Rosanvallon, et la dynamique tertiaire. Enfin, dans une 3e partie, je rappellerai qu'il y a eu, au cours du XXe siècle, une mutation du modèle de la grande entreprise. Première partie, l'histoire des entreprises est le secteur le plus dynamique de l'histoire économique. Elle apparaît aujourd'hui comme l'un des secteurs moteurs et dominants de l'histoire économique, tant à l'échelle française qu'à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on appelle la business history. Celle-ci nous a permis de renouveler notre vision du capitalisme français grâce à une grande variété d'approches et de problématiques. Le bilan historiographique est donc appréciable. Il a été marqué par un renouvellement de notre vision du capitalisme français, porté par un intérêt d'abord orienté vers les structures productives, à l'initiative d'économistes ou d'historiens, et notamment en matière de démographie des entreprises. Mais le secteur privilégié a été de loin la grande entreprise, avec quelques grandes thèses fondatrices, celles de Jean Bouvier, Maurice Lévy-Le Boyer, François Caron, Jean-Pierre Davier. Plus récemment, les historiens ont porté leur intérêt vers les petites et moyennes entreprises et ce que l'on appelle aujourd'hui les entreprises de taille intermédiaire. Ici, il existe bien quelques monographies, mais ce sont surtout les études de branche qui ont eu la préférence des historiens. De ce fait, l'appréciation portée sur le patronat français s'est modifiée, avec une remise en cause de la vision traditionnelle, celle de Jean Monnet ou d'Alfred Sauvy, comme quoi les patrons français auraient été malthusiens. Cette vision, qui a été largement développée par l'historiographie américaine, a été révisée par les travaux récents, à l'initiative des Américains eux-mêmes, on peut penser à Rondeau Cameron, mais aussi des Français, à travers les enquêtes, telles que celle de Louis Bergeron, de Maurice Lévy-Le Boyer, ou bien encore la prosopographie, songeons à la collection Les patrons du Second Empire, ou plus récemment au dictionnaire des patrons français au XXe siècle de Jean-Claude Domas. 4 facteurs principaux expliquent ce dynamisme. En premier lieu, l'existence de revues spécifiques, au premier rang desquelles Entreprises et Histoire. Mais on peut aussi évoquer l'ouverture d'un certain nombre de revues d'histoire, comme le Mouvement social ou la Revue française d'histoire économique à ses approches, ou bien encore de revues de sociologie et de sciences politiques, ou bien enfin des revues d'économie ou de gestion. Un second facteur réside dans l'existence de comités d'histoire ou d'associations à vocation à recherche historique. Un troisième facteur réside dans l'essor de la business history appliquée, c'est-à-dire l'appel fait par les entreprises aux historiens eux-mêmes,
Cela a conduit parfois à la constitution de véritables cabinets d'histoire publique, Public Histoire de Félix Torres par exemple, mais pose aussi un certain nombre de problèmes qui mettent en cause l'éthique de l'historien. Cependant, cette business history appliquée a aussi de nombreux avantages permettant le financement contractuel de la recherche, le financement de recherche étudiante et l'ouverture d'archives jusque-là fermées. Enfin, un quatrième facteur est évidemment la politique des archives publiques et privées, avec notamment la création du Centre des archives du monde du travail de Roubaix, ou la politique patrimoniale d'un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles Saint-Gobain, le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale, voire des entreprises autrefois publiques comme Total, ou encore publiques comme Électricité de France ou la Caisse des dépôts. Cela se nourrit par ailleurs d'une grande variété d'approches, avec une prépondérance des approches microéconomiques sur les approches macroéconomiques. Il convient cependant de ne pas oublier que le macroéconomique et le microéconomique ne sont pas en opposition, mais largement complémentaires, comme l'ont bien montré les travaux de Michael Porter, par exemple. Les principales études retiennent en général le cadre de la branche. Un certain nombre ont été particulièrement étudiés, on peut penser à la banque, au chemin de fer, au textile, mais plus récemment, l'intérêt des historiens s'est porté vers l'électricité, le BTP, les industries de luxe, les transports. À côté de la branche, la monographie d'entreprise a connu un bel essor. Bien sûr, la banque est privilégiée, mais on connaît aussi de nombreuses monographies concernant les grandes entreprises industrielles et du secteur des services. Par ailleurs, 3 intérêts majeurs ont été en général retenus par les historiens, celle de l'économie industrielle qui puise ses racines dans l'apport de l'économie néoclassique, mais aussi sa contestation par les économistes hétérodoxes. Cette économie industrielle repose sur l'étude du triptyque performance, stratégie, structure et s'est organisée autour de 3 questions, celle de l'entrepreneur, en particulier son rôle dans le processus d'innovation et de mise en œuvre des technologies, l'organisation de la firme avec la célèbre théorie des coûts de transaction, et enfin la firme comme institution. À côté de l'économie industrielle, s'est développée aussi une économie de l'innovation, marquée par un débat entre partisans de l'impulsion scientifique, plutôt l'exemple de Joseph Schumpeter, et défenseur du rôle prépondérant de la demande. On peut penser aux travaux de Bertrand Gilles, justement, et de François Caron. Cela a permis de mettre en évidence le concept de système technique porté par Bertrand Gilles. Plus récemment, cette approche de l'économie de l'innovation a été renouvelée par ce qu'on appelle les néo-schumpeteriens, notamment leurs études sur les brevets. Enfin, un troisième axe de recherche qui a aujourd'hui la préférence de beaucoup d'historiens, c'est la sociologie économique, avec qui influence beaucoup les sciences de gestion, mais aussi l'histoire. Elle ouvre la voie à un retour à l'économie spatiale autour de la question des districts industriels, des systèmes productifs locaux et des clusters. Deuxième partie, aux origines lointaines de la grande entreprise à la française se trouve l'État propulsif modernisateur et la dynamique tertiaire. La naissance de la grande entreprise moderne en France ne peut s'abstraire de 2 réalités fondamentales. D'une part, le poids de l'État dans la construction d'une économie nationale et d'autre part, le passage d'une grande puissance agricole à une tertiarisation précoce, un modèle très différent de celui de la Grande-Bretagne et peut-être plus proche de celui des Pays-Bas. En premier lieu, la France a connu précocement une spécialisation internationale dans les services plutôt que dans l'industrie. Le tournant majeur se situe dans les années 80, 1880,
À cette époque, la France comme la Grande-Bretagne ont développé un avantage comparatif dans les services qui se lie à travers l'évolution de leur balance des paiements. Alors que les Britanniques se sont plutôt imposés dans les services financiers, la France a connu son succès dans les services technologiques grâce au soutien de l'État et à l'action des grands corps. Une thèse récente, celle de David Lebris, a bien montré que, en longue période, si l'on prend en considération les 40 valeurs leaders de la bourse française, depuis les années 1860, eh bien, les banques et les services publics ont toujours largement dominé en termes de capitalisation boursière par rapport à l'industrie classique. Il y a donc eu un rôle fondamental de l'État dans la création des grandes entreprises, qui remonte à l'action d'un certain nombre de souverains. L'un des cas emblématiques est évidemment celui d'Henri IV et de Sully, mais c'est au XVIIIe et au XIXe siècle que s'est mis en place l'État propulsif libéral à travers le développement des concessions, particulièrement à l'époque de la monarchie constitutionnelle sous Louis XVIII, mais surtout sous la monarchie de Juillet avec la fameuse charte des chemins de fer de 1842. Une politique d'ailleurs largement poursuivie sous Napoléon III et sous la Troisième République. 3 domaines ont été privilégiés par l'État. En premier lieu, ce sont les manufactures d'État comme les Gobelins ou Sèvres, mais aussi manufactures royales dont l'exemple archétypal est Saint-Gobain. Un second domaine porteur de l'économie a été l'ensemble des commandes d'État qui ont par exemple permis la fondation du Creusot en 1786. Et puis il faut y ajouter les financements publics, particulièrement sous les premiers et deuxième empires. En contrepoint, il convient de souligner la faiblesse relative du grand capitalisme industriel. En France, pourtant, il y a eu précocité, mais aussi persistance du capitalisme commercial et résistance au développement du capitalisme industriel. Cela s'est traduit par la prépondérance des petites et moyennes entreprises, écrasante encore dans les recensements industriels du XXe siècle. Le changement ne se produira en réalité que dans les années 70-80 du XXe siècle. Et ce, malgré le développement de la sous-traitance ou de la co-traitance, qui peut prendre la forme parfois des cartels ou des ententes. La grande taille n'est en effet pas nécessairement un indicateur de modernité. S'il existe de grandes entreprises depuis longtemps, il s'agit souvent de constructions fragiles, comme le révèle bien l'histoire du textile ou de la métallurgie. En revanche, des secteurs se sont affirmés compétitifs à l'international de manière précoce. On peut citer les arts industriels et les activités de luxe. Un bon exemple, c'est évidemment l'histoire de la soie. Mais se sont développées aussi beaucoup les activités de service. On peut penser au succès remarquable du grand négoce champenois ou aux grands magasins avec leur essor remarquable à partir du Second Empire. En réalité, dans l'histoire du développement industriel de la France, les négociants ont joué un rôle important. Ils demeurent aujourd'hui très puissants, c'est le cas des armateurs. Ils ont été à l'origine de la naissance de la grande entreprise moderne en France. On peut songer à 2 exemples emblématiques, la Compagnie universelle du canal de Suez et la Compagnie de chemin de fer du PLM. Un renouveau s'est cependant produit au début du XXe siècle, porté par le rôle fondamental des ingénieurs, arts et métiers et centraliens. D'où des secteurs porteurs, d'abord les constructions mécaniques et métalliques, puis l'automobile et l'aviation. Enfin, un certain nombre de pans de l'industrie métallurgique comme les aciers spéciaux ou l'aluminium. Un cas particulièrement intéressant est celui de l'industrie des matériaux de construction avec l'émergence précoce de Saint-Gobain comme leader international, mais aussi les chaux et ciments, à travers notamment la réussite de Pavan-Lafarge, de Vicat, de Poliette et Chausson ou de Ciment Français. En réalité, l'économie française s'appuie très largement
au cours des 19e, 20e et même 21e siècles sur deux atouts majeurs, la banque et les services publics. La France, en effet, bénéficie de la puissance de son système bancaire. C'est encore le cas aujourd'hui avec des banques bien implantées au niveau international, telles que BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit Agricole. Cette force de la banque française trouve de lointaines origines historiques. À l'origine se trouvent les besoins de la monarchie, avec l'apparition d'une spécialisation entre les banquiers d'une part et les financiers d'autre part. Ceci s'affirme nettement au XVIIIe siècle, notamment autour de deux personnalités majeures que sont d'une part Law, tenant de l'expansionnisme budgétaire et monétaire, ou Necker, plus classique dans ses approches. Un tournant se produit cependant au milieu du Second Empire. Avant le Second Empire, on observe un dualisme haute banque, banque régionale, qui, vers 1860, se mue en une organisation plus moderne, avec l'apparition des grandes banques de dépôt. On peut songer évidemment au Crédit Lyonnais, à la Société Générale, mais aussi de banques d'affaires un petit peu plus tard dans le temps, telles que Paribas ou la Banque de l'Union parisienne. Dans le secteur de la banque, il y a eu coexistence précoce du secteur privé et du secteur semi-public. De ce côté, il faut évoquer évidemment deux institutions majeures que sont la Banque de France, créée en 1803, et la Caisse des dépôts, créée en 1816. Ce système mixte se développe surtout après la Première Guerre mondiale avec la création de la Caisse nationale de crédit agricole, l'articulation Caisse des dépôts, Caisse d'épargne, Banque postale ou l'affirmation du Crédit national. En 1914, le système bancaire et monétaire français apparaît particulièrement solide et le Crédit Lyonnais est par exemple à cette date la première banque privée du monde. Une seconde force de l'entreprise française, ce sont évidemment les entreprises concessionnaires de services publics et de travaux publics. Cela est à mettre directement en lien avec le prestige et la qualité des grandes écoles d'ingénieurs et des grands corps. D'une part, pour la banque, ce sont les inspecteurs des finances, mais aussi pour l'industrie, pour les services publics, les X-Mines et X-Ponts, qui se renforcent avec la création d'écoles d'ingénieurs spécialisés comme le génie maritime ou Supélec. La structuration en grand corps oriente beaucoup l'industrie française, à condition d'y ajouter le rôle spécifique et toujours important des centraliens. L'un des secteurs privilégiés, ce sont les mines et l'énergie, en raison notamment d'une spécificité du droit minier français qui accorde la compétence à la monarchie dans l'ouverture et l'attribution de concessions minières. Cela a été à l'origine de la création précoce de grandes entreprises modernes. On peut songer par exemple à la Compagnie des mines d'Anzin, fondée en 1756 et qui est la plus grande entreprise européenne, sinon mondiale, en 1840. Ensuite, le Premier Empire, puis le Second Empire, lui constitueront des concurrences. C'est le cas en 1862 avec le décret éclatant les concessions minières dans le Pas-de-Calais. Mais cela n'empêche pas la persistance de grandes compagnies comme la Compagnie des mines de Lens en fournit un bon exemple. À côté du corps des mines, il faut évoquer évidemment le corps des ponts et chaussées. Au XIXe siècle, c'est le corps le plus prestigieux. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont particulièrement présents dans les compagnies de chemin de fer, Compagnie des chemins de fer du Nord, Compagnie du PLM. Mais il faut évoquer aussi le cas des compagnies de gaz et d'électricité, avec l'apparition d'un débat entre d'une part les X-ponts tenant de l'hydraulique et les X-mines tenant du thermique. Ce seront finalement les seconds qui tendront à l'emporter
après la Seconde Guerre mondiale. Dans ces activités, il coopère souvent avec les centraliens et à un niveau inférieur avec les ingénieurs des arts et métiers. Les centraliens jouent notamment un rôle important dans la promotion à partir des années 1890 de l'industrie française des travaux publics avec un certain nombre de grands ingénieurs. Mais aussi, il faut le souligner, dans ce secteur des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, X-Ponts, ou simplement les polytechniciens X, ont joué également un rôle essentiel. Troisième partie, une mutation du modèle de la grande entreprise au XXe siècle. Le XXe siècle a vu en effet une mutation du modèle de la grande entreprise française autour de 4 mutations majeures. La première mutation majeure, c'est le passage à la société anonyme. Les sociétés anonymes ont été longtemps tenues en méfiance en raison d'expériences malheureuses. Le modèle vient pourtant des Pays-Bas avec la fameuse VOC, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales créée en 1602. Mais en France, les expériences ont été plutôt malheureuses. On peut penser évidemment à l'époque de l'eau, puis à la caisse d'escompte sous le Directoire. Il s'ensuit une attitude très restrictive du Conseil d'État, considéré par les juristes comme un tribunal inabordable. Et c'est la raison pour laquelle très peu de sociétés anonymes sont acceptées entre 1807 et 1867. Il s'agit surtout de sociétés existantes, on peut penser à Saint-Gobain, aux mines d'Anzin, ou la transformation de sociétés déjà existantes, avec cependant une réussite, la Banque de France, dont le rôle est exceptionnel. Une évolution se produit à partir du milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, avec un tournant majeur, la loi de 1867 sur les sociétés anonymes par action. Sa mise en place a été cependant lente en raison de la résistance de la société en commandite par action, qui présente un certain nombre d'avantages. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de grandes entreprises se sont attachées à ce statut très longtemps. On peut penser à Schneider et compagnie, on peut penser au Printemps ou à Michelin. Cependant, le passage à la société anonyme par action s'accélère durant la seconde industrialisation, entre 1905 et 1914 ou dans les années 20. Et à nouveau, les sociétés anonymes par action connaissent un développement dans les années 60, avec notamment l'introduction sur le modèle allemand de la loi de 1966, introduisant les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. Il faut dire que la société anonyme par action possède un certain nombre d'avantages, et notamment la possibilité d'un appel accru au marché financier. Le butoir réside plutôt dans la faiblesse du marché financier français, longtemps entretenu. Un second facteur de mutation, c'est l'américanisation. Comme les autres nations industrialisées, la France a connu une succession de vagues d'américanisation. L'américanisation commence modestement dès le XIXe siècle. En effet, dans la première moitié du XIXe siècle, des personnalités majeures se rendent aux États-Unis, Chateaubriand, Tocqueville, Michel Chevalier, et toutes mettent en évidence l'intérêt du système technique américain. Dès la fin du XIXe siècle, un intérêt se manifeste pour le système américain de production. Dans le succès de ce modèle, il faut évoquer le rôle des succursales françaises d'établissements industriels et commerciaux aux États-Unis. On peut penser au Siegfried du Havre, tandis que les Américains s'établissent en France. On peut penser à l'entreprise Hutchinson dans le caoutchouc. Au début du XXe siècle, la rationalisation touche la France, avec le rôle d'un certain nombre de promoteurs comme les frères Michelin. On connaît la célèbre correspondance André Michelin-Taylor, mais aussi Louis Le Chatelier ou même Louis Renault.
Le mouvement s'amplifie durant la Première Guerre mondiale, à l'impulsion notamment d'Albert Thomas et surtout de Louis Loucher, puis durant les années 20, avec le succès du Fordisme dans l'automobile, notamment sous l'impulsion d'André Citroën, tandis que le taylorisme poursuit son essor grâce à l'impulsion du comité Michelin chez Peugeot ou chez Renault. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un renouveau de l'américanisation se produit autour d'un double intérêt pour la technologie et les méthodes de management américaines. C'est le fameux épisode d'émission de productivité, d'abord à l'initiative des entreprises elles-mêmes, puis à celle du gouvernement américain dans le cadre du plan Marshall, ou des organisations professionnelles, avec 3 types de participants, les ingénieurs, les patrons, les syndicalistes, l'émission étant portée par les entreprises et les organisations professionnelles, mais concernant aussi les élèves des grandes écoles. Cela ouvre la voie à la révolution du management avec le développement de l'enseignement de la gestion, l'apparition de business schools à la française, ou l'adoption du modèle américain dans l'industrie sous l'impulsion des consultants. On peut penser à des groupes comme Péchinet, Lafarge, Merlin-Gérin qui consultent McKinsey, ou bien dans les services, on peut citer l'influence du modèle Bechtel sur des groupes comme Spies-Batignolles ou bien Bouygues. Enfin, se produit une réaméricanisation dans les années 80 à 2000 sous l'impulsion du modèle reaganien de la déréglementation et marquée par la révolution de l'informatique et de l'Internet, mais aussi la déréglementation bancaire et l'apparition et le développement de fonds de pension, tout cela aboutissant à la fusion des bourses de New York, de Paris et d'Amsterdam. Un troisième facteur d'évolution réside dans le développement de l'économie mixte. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le secteur public français est assez faible, mais avec la Première Guerre mondiale se produit un changement avec la mise en place des consortiums, des offices, la création de sociétés d'économie mixte, on peut penser à la Compagnie nationale du Rhône, et surtout l'engagement de l'État dans le secteur pétrolier avec la création de la Compagnie française des pétroles, aujourd'hui Total. Cette action de l'État, cette montée en puissance de l'État se traduit notamment par les nationalisations, une vieille revendication de la gauche qui remonte à 1848 et qui est fondée sur la peur du monopole. Cependant, plus que par l'idéologie, les premières nationalisations cherchent à répondre à des situations d'urgence. C'est le sauvetage de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest en 1908, celui d'Air France en 1930 après la faillite de l'aérospatiale, et puis les mesures du Front populaire pour nationaliser les usines d'armement. On peut dire qu'il y a une exception, c'est la SNCF, parce qu'elle prend une forme de symbole. Un changement radical se produit en 44-46 avec l'application d'un programme cohérent, celui du Conseil national de la résistance, appliqué entre 1944 et 1946, avec le soutien du général de Gaulle, du MRP et du PCF, la SFIO se trouvant en pointe dans le processus. Ces nationalisations concernent les banques de dépôt, les industries de base, les transports, les assurances, et cette vague de nationalisation est renouvelée en 1981 par application du programme commun de la gauche. Elle s'applique à de très larges secteurs, les banques d'affaires Paribas, Suez, de grands groupes industriels, Compagnie Générale d'Électricité, Saint-Gobain Pont-à-Mousson, Péchinet Eugène Kuhlmann, Rhône-Poulenc, Thomson, etc. Cependant, des désaccords apparaissent au sein des gouvernements de gauche autour de l'autonomie, c'est le fameux rapport Norin de 1967, ou du nini,
de François Mitterrand en 1988. Un quatrième et dernier facteur réside dans la mondialisation que les anglo-saxons appellent globalisation et qui est marquée pour l'entreprise par un passage progressif à la firme globale. Cette mondialisation s'affirme dans les années 60 sous un triple effet. D'abord, la décolonisation, qui oblige l'économie française à se réadapter. Certes, celle-ci conserve ses implantations en Afrique noire, on le sait, mais il faut aussi tenir compte de la mise en place du marché commun avec, en janvier 1958, la mise en application du traité de Rome, puis au 1er janvier 1969, la mise en place du marché commun qui oblige à développer des stratégies européennes de la part des firmes françaises. Un troisième facteur est celui de la libéralisation des échanges internationaux dans le cadre des négociations du GATT puis de l'OMC. Rappelons qu'au 1er janvier 1958, on est revenu à la libre convertibilité des monnaies, ce qui oblige la France à une ouverture internationale. On peut songer au succès de l'industrie française des travaux publics qui bénéficie des crédits de la Banque mondiale et puis des marchés des pays de l'OPEP, avec des directions privilégiées des investissements français en direction de l'Europe, particulièrement les pays méditerranéens, mais aussi les pays du bloc socialiste. Rappelons que entre 1974 et 1977, eh bien, la France est le premier exportateur occidental en direction de l'URSS. Et puis, bien entendu, les entreprises françaises investissent en Amérique, d'abord au Canada, surtout le Québec, et en Amérique latine, plus tardivement, dans les années 70, aux États-Unis, avec un certain nombre d'échecs, le plus connu étant celui du Crédit Lyonnais. Ce mouvement est accéléré à partir des années 90 avec l'entrée dans la mondialisation qui pousse les grandes entreprises françaises à un changement d'échelle. Elles doivent relever le défi de la firme mondiale et globale sous l'effet de la nécessité d'ouvrir leurs capitaux aux capitaux anglo-saxons et européens et asiatiques. Se produit une financiarisation de plus en plus poussée. D'où une nouvelle configuration. Les grandes entreprises françaises doivent se spécialiser sur leurs points forts, c'est le cas de Saint-Gobain, Lafarge, Michelin, ou développer des stratégies de croissance externe. C'est le cas de la Banque de Paris et des Pays-Bas. C'est le cas aussi de Michelin, de Vinci. Et enfin, une troisième voie, c'est la conclusion d'alliances stratégiques dont l'exemple le plus emblématique est évidemment l'alliance Renault-Nissan. En conclusion, je voudrais faire 3 observations. En premier lieu, l'effet de la globalisation, ou en français de la mondialisation, a été d'homogénéiser dans le monde le modèle de la grande entreprise. Cela a bien été le cas pour la France. Si l'on considère aujourd'hui la situation des entreprises françaises du CAC 40, la plupart sont devenues très internationalisées, tant par leur chiffre d'affaires et leurs profits que par la nature de leurs capitaux. Elles se sont souvent affirmées comme des leaders mondiaux. Et même si la France demeure un pays comportant beaucoup de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire. Seconde conclusion, la France conserve néanmoins de fortes positions dans ses secteurs traditionnels d'excellence. Le secteur de l'énergie, avec évidemment Total, GDF Suez, aujourd'hui Engie, et puis Électricité de France. Mais d'autre part, on peut citer le secteur du BTP et des matériaux de construction, avec Saint-Gobain, Vinci, Bouygues. Par ailleurs, l'entreprise française conserve un excellent positionnement dans l'automobile et dans la construction aérienne.
mais aussi dans les services, pensons à Carrefour, Casino, et bien entendu dans le luxe. Cependant, et ce sera ma troisième conclusion, il existe des zones de faiblesse, particulièrement dans l'électricité et l'électronique. On a pu voir notamment les difficultés d'Alstom tout au cours des années 2000 et 2010. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir un peu éclairé sur cette situation de la grande entreprise française à laquelle Bertrand Gilles s'était beaucoup intéressé. Rappelons qu'il avait créé une revue Histoire des entreprises qui malheureusement n'a pas pu se développer. C'est ce que Entreprises et Histoire a repris à partir des années 1990. Merci de votre attention.